Nous allons commencer cette initiation à la théorie des distributions par un premier cours où je vais commencer par vous donner un aperçu des motivations pour étudier cette théorie. Alors, la principale motivation pour étudier les distributions, c'est en réalité d'arriver à une analyse mathématique des équations aux dérivées partielles. Les équations aux dérivées partielles, que les mathématiciens appellent les EDP, interviennent par exemple en physique comme modèle dynamique incluant des effets spatiaux. Par exemple, on peut penser à l'équation de la chaleur qui décrit la dynamique d'un profil de température dans un matériau, mais on peut également penser à l'équation de Schrödinger pour une fonction d'onde en mécanique quantique qui est l'analogue au niveau de la mécanique quantique des équations du mouvement bien connues en mécanique classique. L'un des objectifs de ce cours est d'arriver à une introduction à l'analyse des équations aux dérivées partielles sur 2 ou 3 exemples fondamentaux. Mais on verra que l'analyse des équations aux dérivées partielles rend nécessaire dans un premier temps de développer un calcul différentiel généralisé pour des fonctions très singulières. La théorie mathématique répondant à ce besoin est le calcul des distributions. D'autre part, nous verrons qu'il faudra adapter aux distributions la transformation de Fourier, qui est bien connue dans le cadre des fonctions et dont l'une des propriétés les plus remarquables est qu'elle diagonalise en quelque sorte l'opération de dérivation. Donc, pour commencer, à titre de prologue, je vais dire quelques mots sur la théorie des équations aux dérivées partielles d'ordre 1. Alors, pourquoi les équations aux dérivées partielles d'ordre 1 ? Alors, d'abord, d'ordre 1, cela signifie que ce sont des équations aux dérivées partielles dans lesquelles seules des dérivées partielles premières, d'ordre O plus 1, interviennent dans l'équation, dérivées partielles de la fonction inconnue. La raison qui fait que nous allons nous intéresser à ces équations aux dérivées partielles particulières, c'est que ce sont celles qui sont les plus proches des équations différentielles ordinaires que vous connaissez déjà. Le lien entre les équations différentielles ordinaires et les équations aux dérivées partielles d'ordre 1 se fera par la méthode des caractéristiques qui permet de ramener les équations aux dérivées partielles d'ordre 1 à des équations différentielles ordinaires et qui va nous fournir des solutions explicites pour les équations aux dérivées partielles d'ordre 1. Alors je vais expliquer sur un exemple très simple comment fonctionne cette méthode des caractéristiques. Cet exemple très simple, c'est l'exemple de l'équation de transport. L'équation de transport est le prototype des équations aux dérivées partielles linéaires du premier ordre. Elle s'écrit d rond f sur d rond t plus v scalaire gradient par rapport à x de f égale 0. Dans cette équation, v est un vecteur donné, en général non nul, de l'espace Rn, qui représente la vitesse de transport. Et l'inconnu, c'est la fonction f, qui est une fonction de t et de x. F est à valeur réelle, t est un réel positif qui représente le temps, et x appartient à Rn, ça représente une position, et il faut penser à petit f de t et de x comme décrivant par exemple une densité. On peut penser à l'équation de transport libre comme un modèle décrivant par exemple la propagation d'un composé chimique, d'un polluant, par exemple, dans un fluide en mouvement, à la vitesse v. La notation v scalaire gradient par rapport à x de f représente tout simplement le produit scalaire du vecteur v et du vecteur gradient de f par rapport aux seules variables spatiales, c'est-à-dire que c'est la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de v indice i d rond f sur d rond xi. Expliquons maintenant comment fonctionne la méthode des caractéristiques. Alors, étant donné un point y de Rn, je vais poser pour tout réel t, gamma de t égale y plus tv, qui va être un point de Rn. Et cette formule vous montre immédiatement que gamma est une application de classe C1 de R dans Rn, que gamma point de t égale petit v, et bien sûr que gamma de 0 égale y. Ici, j'ai utilisé la notation habituelle en mécanique gamma point de t pour représenter la dérivée de gamma par rapport à t. L'ensemble
des couples T gamma de T lorsque T décrit R et donc une droite de R croix Rn. Cette droite est appelée courbe caractéristique issue de Y associée à l'équation de transport. Alors évidemment, on parle en général de courbe caractéristique et non pas de droite caractéristique, car si la vitesse de transport petit v n'était pas constante, si elle dépendait de la variable de position et éventuellement de la variable de temps, eh bien, la construction de la méthode des caractéristiques, ou si vous voulez, ce qui jouerait un rôle analogue à l'application gamma de t, serait une courbe paramétrée dans R croix Rn, qui en général ne serait pas une droite. Alors, pourquoi cette notion de courbe caractéristique est importante pour comprendre comment résoudre les équations aux dérivées partielles du premier ordre? Eh bien, tout ceci repose sur l'observation fondamentale suivante, c'est que toute solution de classe C1 de l'équation de transport est constante le long des courbes caractéristiques. Grâce à cette observation, on aboutit immédiatement au théorème suivant, qui sera notre premier théorème. Si je vous donne une condition initiale, f', qui est une fonction de classe C1 sur Rn, et que j'étudie le problème de Cauchy d'inconnu petit f pour l'équation de transport, d rond f sur d rond t plus v gradient xf égale 0, équation aux dérivées partielles posée pour x décrivant Rn et t décrivant R plus étoile, avec la condition initiale f de 0 et de x égale f initiale de x pour tout x dans Rn, eh bien ce problème de Cauchy admet une unique solution petit f qui est de classe C1 sur R plus croix Rn. Cette solution est donnée par la formule petit f de t et de x égale f' de x moins tv. Si on cherche à se représenter géométriquement ce que signifie cette formule, eh bien l'idée consiste à représenter le graphe de la donnée initiale f', par exemple en dimension d'espace grand N égale à 1, et la formule f de t et de x égale f' de x moins tv signifie que le graphe de la donnée initiale est translaté de t0v, translaté du vecteur t0 fois v, pour donner celui de la solution à l'instant t0. Autrement dit, la courbe y égale f de t0 et de x, graphe de la solution à l'instant t0, c'est le translaté du vecteur t0v du graphe de la condition initiale f'. Je vais donc maintenant vous donner la démonstration de ce théorème. C'est une démonstration qui est très simple dans ce cas particulier de l'équation de transport avec une vitesse de transport constante, mais il faut être bien conscient du fait que cette démonstration, pour simple qu'elle soit, se généralise à des problèmes plus compliqués où V pourrait dépendre par exemple de la variable d'espace, de la variable de temps. Donc il est utile de bien connaître cette démonstration et de bien voir comment elle fonctionne dans le cas le plus simple. Donc je vais commencer cette démonstration par une première étape qui va être une étape de condition nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais supposer que f est une solution de classe C1 sur R plus croix Rn du problème de Cauchy que je considère, et je vais vérifier que forcément cette solution de classe C1 du problème de Cauchy est donnée par la formule. Alors voilà comment ça fonctionne, soit f de classe C1 sur R plus croix Rn, solution du problème de Cauchy pour l'équation de transport, soit y appartenant à Rn, à un point quelconque, et soit gamma indice y, l'application qui a t dans R, fait correspondre le point y plus tv dans Rn. Maintenant, je considère la fonction grand F indice y, qui est une fonction définie pour tout temps appartenant à grand R, et qui à t associe f indice y de t, qui est défini comme étant petit f, solution que je considère, évaluée au point t, gamma y de t. Cette fonction, grand F indice y, est de classe C1 sur R+, comme composée d'applications de classe C1. En effet, petit f est supposé de classe C1, et gamma indice y est manifestement de classe C1 par rapport à la variable t, puisqu'elle est affine par rapport à t.
La règle de dérivation des fonctions composées nous dit donc que la dérivée par rapport au temps de f indice y de t, eh bien, s'écrit comme la somme de la dérivée par rapport à la première variable de petit f, évaluée au point t gamma y de t, plus le gradient de f par rapport à sa variable spatiale, donc gradient indice x de f, évalué au point t gamma y de t, produit scalaire avec la dérivée temporelle de gamma y de t. Autrement dit, ce calcul nous dit que dfy sur dt au point t est égal à d rond t plus v gradient x de f évalué au point t gamma y de t, et par conséquent c'est égal à 0 puisque f est une solution de l'équation de transport. Cette égalité vaut pour tout temps positif, et par conséquent, la fonction f indice y est une constante sur R+. Autrement dit, f de t y plus tv, qui vaut grand f indice y de t, est égal à grand f indice y de 0, soit petit f de 0 et de y, autrement dit, f initial de y. Cette identité vaut pour tout y dans Rn, pour tout est positif. Et maintenant, le changement de variable y plus tv égale x, qui revient à dire que y égale x moins tv, permet de conclure que f de t et de x est égal à f in de x moins tv. On a donc démontré que toute solution de classe C1 sur R plus croix Rn du problème de Cauchy pour l'équation de transport est donnée par la formule du théorème 1. En particulier, ce problème de Cauchy a au plus une solution de classe C1 sur R plus croix Rn. Deuxième étape, on va vérifier que la formule du théorème donne bien une solution de classe C1 du problème de Cauchy pour l'équation de transport. C'est une étape de condition suffisante. Soit donc f initial, appartenant à C1 de Rn, et soit f, la fonction définie sur R croix Rn par la formule du théorème, à savoir f de t et de x égale f in de x moins tv. Cette fonction est de classe C1 sur R croix Rn, comme composée de l'application linéaire qui à tx fait correspondre x moins tv, et de la fonction f in, qui sont toutes deux de classe C1. La règle de dérivation des fonctions composées montre que d rond petit f sur d rond t évalué au point tx, avec f défini par la formule ci-dessus, c'est donc le gradient de f in évalué au point x moins tv, dont je fais le produit scalaire avec le vecteur moins v, tandis que la dérivée spatiale, le gradient par rapport à x de f de t et de x, sera le gradient de f in évalué au point x moins tv. Ces deux formules montrent évidemment que la fonction petit f qui est définie par la formule du théorème vérifie d rond f sur d rond t plus v scalaire gradient par rapport à x de f égale à 0 pour tout x dans Rn et pour tout t positif. Enfin, la formule définissant petit f implique évidemment que f de 0 et de x est égal à f in de x pour tout x dans Rn. Ceci montre donc que la formule du théorème, f de t de x égale f in de x moins tv, définit bien une solution de classe C1 du problème de Cauchy pour l'équation de transport libre. En particulier, ce problème de Cauchy a au moins une solution de classe C1 sur R plus croix Rn, la solution qui est donnée par la formule du théorème. Ceci conclut la démonstration du théorème 1. Mais, évidemment, une remarque s'impose, c'est que puisqu'on a une formule explicite pour la solution de cette équation de transport, et que cette formule explicite, c'est tout simplement de dire que f de t et de x égale f initial de x moins tv, il est évident sur cette formule qu'elle garde un sens, même si f in n'est pas de classe C1. Et on a donc envie de dire que cette formule définirait encore une solution de l'équation de transport en un sens généralisé, sens qui reste à définir, même lorsque f in n'est pas une fonction dérivable. L'exemple le plus simple, si vous pensez au cas de la dimension d'espace grand N égale à 1, consiste à prendre f in, une fonction en escalier. Par exemple, vous pouvez prendre f in de x qui est égal à 1 si x est inférieur ou égal à 0, f de x égale à 0 si x est positif, et maintenant, la solution de l'équation de transport que vous obtenez ainsi est un modèle pour une onde de choc se propageant à la vitesse v.
si on représente graphiquement ce que signifie la formule du théorème appliquée avec cette condition initiale discontinue, eh bien, on voit que, de nouveau, le graphe de cette fonction en escalier très simple est translaté du vecteur T0V pour donner cette solution en un sens généralisé de l'équation de transport à l'instant T0. Je vous propose donc de faire une petite pause maintenant et d'illustrer cette méthode des caractéristiques avec quelques exercices qui vous permettront de vous familiariser avec cette notion.